L'essentiel continue avec à présent, on va plus loin et Ziad Limam. Bonjour Ziad. Bonsoir. Directeur du mensuel Afrique Magazine qui titre en une en ce mois de juin sur Emmanuel Macron et la France-Afrique, Paris qui cherche son cap. Exactement, cap multiple. Voilà, en réaction notamment, on l'imagine, à la visite récente du président de la République. À la fin d'un mandat, ce qui va se passer peut-être après mai 2027. Ouais. Ce n'est qu'un début. On va être en plein de pied dans l'actualité que vous développiez le mois précédent, celle de la Coupe du Monde. On va en parler dans un instant avec vous également, Karim Yayaoui, grand reporter, chroniqueur ici à France 24. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Au sommaire, donc, coup d'envoi, c'est demain de la Coupe du Monde de football en Amérique du Nord, un événement dont l'enjeu sportif est pour l'heure largement occulté par les controverses autour de la politique d'accueil pour le moins musclée déployée par Donald Trump. Un autre Américain, le pape Léon XIV, est à Barcelone pour des propos beaucoup plus consensuels. Il inaugure ce soir la tour de Jésus-Christ, la plus haute flèche de la Sagrada Familia. Des images que vous pourrez suivre en direct. C'est tout de suite, on va plus loin. Ce devait être la grande fête du football avec le match d'ouverture demain Mexique-Afrique du Sud. La Coupe du Monde qui débute en Amérique du Nord est pour l'heure celle des controverses et de l'inhospitalité portée en étendard par Donald Trump face à la quarantaine de pays ou plus visés par des restrictions à l'entrée sur le territoire des États-Unis. Un arbitre somalien qui s'est même fait refouler, l'accueil chaotique réservé aux sélections sénégalaises et irakiennes et des joueurs iraniens toujours dans l'incertitude alors que le président de leur fédération s'est vu refuser le visa à l'image de nombreux supporters. Les explications en images d'Olivier Fessol et Victor Faubert. Quelques heures encore avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde, mais le parcours de l'Iran semble déjà semé d'embûches. Plusieurs membres du staff n'ont pas pu faire le déplacement faute de visa, et c'est maintenant la participation des supporters qui est menacée. Comme pour toutes les équipes, la fédération iranienne avait droit à 8% des billets de chacun de ses matchs, à distribuer elle-même à son public. Mais mardi, les instances du foot iranien ont annoncé que leur quota de billets leur avait été retiré, alors que la vente avait déjà commencé et que de nombreux fans avaient organisé leur voyage. Cette situation soulève de sérieuses questions quant à l'ingérence de considérations non sportives et politiques dans l'organisation du plus grand événement footballistique mondial. Même constat pour les supporters, le foot et la politique n'ont rien à voir. Le fait que les États-Unis mélangent politique et football est tout à fait ridicule. Car ce n'est pas ça le sport, ni le football. C'est pour faire la fête, se faire des amis, boire un verre et profiter du moment. Certains craignent un impact sur les résultats sportifs de l'équipe. Malheureusement, la plupart des Iraniens vivant à Los Angeles sont opposés au régime. Et cela va mettre beaucoup de pression sur l'équipe. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut séparer ce genre de sentiments du sport. De son côté, la FIFA se veut rassurante. Son secrétaire général, Mathias Grafström, a rencontré le président de la fédération iranienne. La FIFA poursuivra le dialogue et la collaboration avec la Fédération iranienne de football afin de garantir que l'expérience de l'équipe et de la délégation soit positive. L'Iran disputera son premier match le 15 juin face à la Nouvelle-Zélande. Ziad Limam, la politique migratoire de Donald Trump est pointée du doigt. C'est du jamais vu dans un événement de cette nature, de telles restrictions ? En tous les cas, de mémoire récente, c'est du jamais vu. Après, si on remonte une première Coupe du Monde, je ne peux pas garantir, mais je pense que c'est intéressant parce que c'est le reflet de l'Amérique d'aujourd'hui. En 2018, quand les États-Unis obtiennent l'organisation de la Coupe du Monde, donc c'est au congrès de la FIFA qui se tient à Moscou juste avant la Coupe du Monde russe, les États-Unis donnent toutes les garanties qui sont dans le cahier des charges de la FIFA, c'est-à-dire l'accueil, les visas, les délégations. Il y a une forme d'extraterritorialité qui normalement s'applique à une Coupe du Monde qu'on signe en bas de la feuille. Le problème, c'est que l'Amérique de 2018 n'est pas tout à fait la même, même si elle est trumpienne. C'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Ça s'est durci, ça s'est radicalisé, ça s'est idéologisé. Il y a un conflit au Moyen-Orient et il y a surtout une équipe au pouvoir qui est totalement radicalisée autour d'un chef radicalisé. Et donc, pourquoi on l'a prise en 2018 ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question quand même. Pourquoi l'Amérique ferait encore une Coupe du Monde ? Elle en a fait une il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il avait menacé, hein ?
les votants. Non, Donald Trump à l'époque avait dit si vous votez pas pour nous, vous êtes nos ennemis. Votaient pour le Maroc presque. Ouais. Donc, je pense que ce qui a séduit les Américains, c'est le big. C'est America is great, c'est la coïncidence avec les 250 ans, c'est que tout ça c'est génial et magnifique. Je pense aussi que Trump pensait faire un deuxième mandat et que dans la foulée du premier et que ça aurait été son successeur évidemment républicain qui aurait eu la taille. Mais voilà, donc ça exprime l'état de l'Amérique d'aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent les États-Unis, c'est aussi ce côté supra-policier. Les galères d'aéroport, les fouilles, les policiers dans la rue qui sont assez agressifs. C'est quelque chose d'assez... Les scènes des joueurs sénégalais fouillés dès leur sortie de l'avion, ça a choqué. Il y a une polémique sur ces images, parce que les Sénégalais c'est pas qu'ils l'ont contesté, ils ont dit c'est pas tout à fait ça, c'était dans un vol intérieur, on a eu le droit de pas passer par l'aéroport. Mais grosso modo, les petits incidents s'ajoutant aux petits incidents, le plus gros étant quand même l'histoire de l'arbitre somalien qui... normalement, aurait dû être protégé par la FIFA. On remarque aussi que la FIFA dit plus rien, que la CAF africaine dit rien, que personne ne dit rien. Moi, je pense que tous ces gens se disent il faut qu'on sorte vivant de cette Coupe du Monde. Donc, on va se la boucler. On espère que quand ça démarre, la polémique, tout ça va passer et que si on sort vivant de cette Coupe du Monde, on va pouvoir retourner au Maroc, en Espagne et au Portugal dans 4 ans et retrouver une sorte de normalité. Limiter la casse, c'est ça d'après vous aujourd'hui la priorité des dirigeants du football mondial, à commencer par Gianni Infantino qui lui promet que tout le monde sera le bienvenu au Canada, au Mexique et aux États-Unis, fermente ainsi les yeux sur le fait que le meilleur arbitre d'Afrique 2025 se soit vu refuser l'entrée sur le territoire américain, ou bien ça risque de créer un dangereux précédent qui pourrait non pas être reproduit en Europe du Sud, quoique on ne sait jamais. Bon, on voit aujourd'hui l'Italie de Giorgia Meloni, ça pourrait être l'Espagne de Vox demain, et la France de Marine Le Pen ou Jordan Bardella, et peut-être d'autres pays par la suite qui appliqueraient leurs propres règles, contrairement aux décisions ou aux directives édictées par la FIFA. Karim Yayaoui. Ouais, j'ai du mal à imaginer que d'autres pays empruntent le chemin de Donald Trump, parce que là on est en train de s'apercevoir que sa Coupe du Monde, elle est à son image, à l'image de sa politique. America First, on est chez nous et on décide de tout chez nous, que ça vous plaise ou non, et on s'aperçoit que du côté de la FIFA, comme le soulignait Ziad, il y a très peu de réactions. Cet arbitre qui est considéré comme un des meilleurs arbitres du continent africain, on a eu un communiqué de la FIFA qui explique tout simplement que on n'entre pas dans les décisions qui concernent les frontières d'un pays. Ça a même choqué Sepp Blatter, qui était l'ancien patron de la FIFA, qui a tiré à boulet rouge sur son successeur. Et ce qui est inquiétant, c'est que depuis le début, on voit que Gianni Infantino a accepté l'idée que cette Coupe du Monde ne soit pas la Coupe du Monde de la FIFA, mais celle de Donald Trump. On en a presque oublié qu'il y a un certain nombre de matchs qui ont lieu du côté du Mexique ou encore du côté du Canada. On se souvient de cette remise de prix du côté du Kennedy Center, ce prix de la paix qui a tourné clairement au ridicule. On se souvient aussi que Donald Trump avait expliqué qu'il n'était pas du tout satisfait, qu'un certain nombre de villes démocrates accueillent des matchs et la FIFA à l'époque n'avait quasiment pas réagi. C'est vrai que Gianni Infantino a tendance à être l'ami des puissants. On se souvient que c'était déjà le cas en 2018 avec Vladimir Poutine ou lors de la Coupe du Monde du Qatar, mais ce degré de courtisanerie, si je peux me permettre le terme, n'a jamais été atteint lors des Coupes du Monde précédentes. Pour continuer sur la question autour de la possibilité que ça puisse se reproduire dans d'autres pays, il y a déjà dans ces pays-là que vous avez évoqués, l'Italie ou l'Espagne, un amour du football, une tradition du football qui n'existe pas aux États-Unis. Donald Trump n'en a que faire, il ne connaît pas ce sport, et j'ai du mal à imaginer que la façon dont on accueille, ou on n'accueille pas d'ailleurs, les amateurs de football aux États-Unis puissent se produire dans un autre pays, même si c'était l'Italie de Giorgia Meloni. L'imam qui ne sont pas qualifiés. Bon, donc excusez-moi, ami italien avait suggéré qu'ils viennent et qu'on vient lire en... Oui, réinventant aussi les règles au passage. Karim Yayaoui nous dit très justement, les États-Unis ne sont pas un pays de football. Alors c'est vrai qu'il y a une tradition de football féminin avec la meilleure équipe du monde, mais c'est vrai que pour les hommes, pour l'instant, c'est en construction. Ça n'est pas un pays de football. Donald Trump lui-même n'est certainement pas un amateur de football et encore moins un connaisseur. Comment expliquer qu'un président aussi brouillon puisse avoir un tel impact, une telle influence sur
la fédération internationale du premier sport mondial par le nombre de spectateurs, d'aficionados, d'intérêts, d'enjeux financiers. Mais Karim l'a dit, vous êtes chez nous. You are in America, shut up. C'est bon, c'est comme ça. Et puis nous, on n'a pas... c'est nos règles, nos habitudes. Bon, on a signé des trucs qu'on ne respecte pas, parce que les conventions, ils les ont signés. Pas de sanctions. Pas de sanctions. Mais vous pouvez pas... Qui peut excusez-moi, on peut parler des tarifs, on peut parler de plein de choses. Qui a ouvert sa bouche pour dire too much is too much? Personne. Donc ils sont puissants. Y compris les Canadiens qui ne sont pas spécialement en bon terme aujourd'hui avec les États-Unis. Hein. Après, il y a cette construction à 3, ça va devenir un standard. On va voir comment ça fonctionne parce que c'est le format aussi qui a explosé. Donc 1260 joueurs, 48 équipes. D'ailleurs, ça crée aussi une perturbation dans l'attente des spectateurs et des téléspectateurs. C'est tellement grand que du coup, vous regardez le programme à partir de vendredi, je sais pas, il y a 5-6 matchs par jour, ça se joue à des horaires pas possibles. Les gens, pour le moment, ce qui est très surprenant, on en avait parlé tout ce matin, c'est qu'on ne sent pas non plus un phénomène populaire hors des États-Unis. Aux États-Unis, ça bouge un petit peu. Petit à petit, parce que c'est vrai que c'est pas une terre de foot, mais quand même, il y a une ligue de football qui maintenant est relativement filmée, les gens connaissent un peu, et puis encore une fois, dans l'Amérique d'aujourd'hui, USA, ça soit du hockey sur gazon, du football, etc., c'est pareil. Il y a un autre événement, c'est qu'on est en pleine finale de la NBA, qui alors là mobilise l'opinion américaine à fond, et on est en guerre en Iran, avec un hélicoptère qui s'est fait abattre avant-hier, probablement des représailles, probablement des bombardements. Et donc, on est dans un climat extrêmement heurté, extrêmement perturbé. Et dans ce climat, on aurait pu s'attendre à ce que les Américains disent « on ouvre un tout petit peu ». On relâche un peu la pression et on accueille tout le monde. On n'accueillera pas tout le monde. Il y a des supporters. Il n'y a pas que les. Enfin, c'est très spécifique. Je vais être un peu caricatural aux nations du Sud, mais il y a aussi des supporters écossais qui ont été barrés. On ne sait pas pourquoi. À qui on a enlevé l'ESTA à la dernière minute à l'aéroport. On ne sait pas pourquoi. Encore une fois, je rappelle que c'est une culture américaine, le vetting, cette espèce de mot surréaliste qui fait qu'on est vetted de A à Z en slip sur n'importe quel voyage pour n'importe qui va aux scanner en fait. Je me rappelle d'un grand patron, je vous raconte juste une anecdote personnelle, et c'est pas à l'époque de Trump. C'était fin Trump, début Biden, un grand patron qui était tout le temps accompagné de quelqu'un quand il voyageait aux États-Unis pour que quelqu'un puisse témoigner qu'en cas d'incident à la frontière, parce que l'officier CPB, l'officier de frontière, il est libre de faire ce qu'il veut pratiquement. Donc voilà, dans le cas du Somalien, il y a clairement un message à la Somalie. Le président lui-même a dit pays de voleurs, de violeurs, de nullards, etc. C'est d'une violence sans nom. Le monsieur arrive, il a un passeport diplo. Alors j'ai vu tous les réseaux sociaux se sont enflammés. Oui, mais il a un passeport diplo. Le passeport diplo, c'est un État fait ce qu'il veut avec ses passeports diplo. Il n'y a pas besoin d'être diplomate. Un passeport diplo, c'est une protection supplémentaire. Il a un passeport diplo. Il a un visa émis à Nairobi, qui n'est pas l'ambassade la plus ringarde des États-Unis dans le monde. Il est vetted et il est revetted. Donc on attend quand même que la FIFA nous dise, que quelqu'un nous dise pourquoi ce monsieur a passé 11 heures à la police de l'aéroport de Miami avant d'être mis dans l'avion. Et on dit qu'il est affilié au terrorisme. C'est des accusations graves. Moi, je serais lui, j'irais c'est le motif officiel. Ça ne va pas d'ailleurs renforcer l'image des États-Unis au Somalie, qui était déjà pas très bonne. Justement, pour rebondir là-dessus, il faut se rappeler que les descentes d'ICE du côté de Philadelphie, elles avaient été motivées, selon Donald Trump, par la chasse aux Somaliens qui abusaient des services sociaux. Exactement. Et puis après, il y a une élue aussi qui est dans le collimateur, Ilhan Omar. Ilhan Omar, oui. Et pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que la Fédération internationale de football ne réagit pas, ne fait rien, mais finalement, qui réagit lorsque Donald Trump va attraper Maduro en pleine nuit et le ramener sur le sol américain? Qui réagit lorsqu'il a envie de s'emparer du Groenland? Il y a au moins un concert de condamnation. Oui, il y a un concert de condamnation, mais l'action est totalement inefficace et inexistante. Et encore, sur le Venezuela, la condamnation n'a pas été très virulente. Enfin, il faut dire aussi qu'il y avait assez peu de supporters de Maduro à travers la planète. Un dernier mot. Oui. On va voir, parce que les Coupes du Monde, entre avant le début et au moment où ça démarre, il peut y avoir un mécanisme. On va voir aussi si les stades sont remplis ou pas, parce que le prix des billets est un autre délire qui mériterait enquête et discussion. Et on se souviendra du vainqueur, pas du pays hôte.
On se rappelle du vainqueur et du pays hôte, par exemple, dans le cas du Qatar. C'est toujours un exemple intéressant, parce que la désignation du Qatar était surréaliste. Ouais. Finalement, ça a été une très belle Coupe du Monde, et tout le monde était très heureux, et personne n'a eu de problème de visa avec ça. Donc, on va voir comment les Américains, entre la phase d'avant et la phase pendant, comment ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir des incidents? Est-ce qu'il va y avoir de la violence? Est-ce qu'il va y avoir ICE sur les stades de Los Angeles ou pas? On ne sait pas. Un dernier mot peut-être, la FIFA, alors peut-être pour faire œuvre tout de même Et 10 équipes africaines, ça veut dire que plein de gens qui n'aiment pas, qui demandent des visas, des équipes latino, caribéennes, tout ça, c'est très compliqué. Justement à propos de ces décisions politiques, ou non d'ailleurs, la FIFA et des pays d'ailleurs africains, des équipes engagées, la FIFA qui rend hommage au journaliste français Christophe Glaise, qu'elle a décidé d'accréditer. Alors c'est un geste essentiellement symbolique parce qu'il est actuellement détenu en Algérie, il a été condamné et peine confirmée en appel. Oui, c'est symbolique, mais c'est une façon de dire que sa place est théoriquement en train de couvrir cet événement international. C'est en ces termes qu'a expliqué ce geste le président de Reporters sans frontières. Alors c'est vrai que Christophe Glaise, on avait évoqué la possibilité qu'il puisse être libéré par une grâce présidentielle, puisque le rejet de son pourvoi en cassation a ouvert cette possibilité que le président Abdelmadjid Tebboune puisse le gracier. On avait évoqué la date de l'Aïd, ça n'a pas été fait à ce moment-là, mais c'est vrai que les supporters de Christophe Glaise, ses soutiens, espèrent que cet événement sportif, lui qui est un amoureux du football et notamment africain, puisse être le moment que pourraient choisir les autorités algériennes pour le libérer. Ziad Limam, un mot sur Christophe Glaise. C'est important que Gianni Infantino en parle. On le voit d'ailleurs s'exprimer. Hein. Il est actuellement en conférence de presse. Je ne sais pas si on va voir les images. Je pense que c'est important de rappeler que Christophe Glaise est toujours en prison et qu'il faut qu'il sorte de prison et qu'il soit ramené en France. Après que Infantino surfe sur le sujet, alors que il a 50 sujets aujourd'hui. Voilà, donc bon, consensuel. C'est consensuel, c'est bien. Excusez-moi de l'expression, ça mange pas de pain. Il est moins gêné de se mettre à dos éventuellement les autorités algériennes qu'américaines, en tout cas. Oui, je pense, mais c'est pas le même rapport. Enfin, c'est pas la même dimension. Je pense que tous les jours, on mesure ce que c'est qu'une Amérique surpuissante, gouvernée par cette équipe-là. Donc, il faut vivre avec, et on va voir comment ça va se passer pendant presque un mois. Retour à présent en Europe, c'est à la fois la plus haute église du monde et le chantier le plus ancien encore en cours, la Sagrada Familia, la basilique emblématique de Barcelone et son architecture moderniste encore inachevée. 144 années de travaux prévus pour durer jusqu'en 2034. On approche de la fin avec la tour de Jésus-Christ, haute de 172 mètres et demi. Important, et inauguré ce mercredi par le pape Léon XIV, venu ainsi bénir la flèche la plus haute de cette basilique, couronnée d'une croix en céramique de 5 étages et visible ainsi depuis toute la capitale catalane. Le pape qui préside actuellement une messe, suivie ensuite d'une bénédiction qu'on annonce spectaculaire. Maude Petit-Jovet sur place pour France 24. Oui, la messe a démarré il y a 45 minutes. Avant cela, le pape est passé par la crypte de la Sagrada Familia, là où est enterré l'architecte visionnaire Antoni Gaudi. Cette messe qui a démarré à 20h est en présence. Il y a ici le roi, la reine, le Premier ministre Pedro Sanchez et bien d'autres représentants européens. Plus de 8000 invités, 4200 à l'intérieur, 4000 à l'extérieur et des dizaines de milliers de personnes qui regardent depuis l'extérieur, depuis les écrans géants, cet événement historique. Vous l'entendez derrière moi, la messe est toujours en cours et elle est rythmée par de nombreux chants, 500 chanteurs adultes, 100 chanteurs enfants, des chanteurs venus de Catalogne. Plus d'un siècle après le début du chantier, c'est aussi un hommage aux 5 générations qui ont participé à ces travaux pendant tout ce temps et qui ont permis de rendre concret ce rêve d'Antoni Gaudi. À 21h45, vous le disiez, ce sera l'heure de la bénédiction de la tour du Christ, la tour de 172,5 mètres qui rendra la Sagrada Familia l'église la plus haute du monde. C'est un peu l'église de tous les records.
Oui, c'est l'église la plus visitée en Espagne. 16 000 visiteurs par jour en moyenne. C'est aussi l'église une des églises en Europe, la plus visitée en Europe, derrière la basilique du Saint-Pierre du Vatican. 4,8 millions d'entrées vendues en 2025, 134 millions d'euros de revenus, 113 millions directement réinjectés pour le chantier en cours, le reste pour la maintenance et le fonctionnement au quotidien de la Sagrada. L'œuvre de Gaudi a été récompensée, en tout cas la façade de la Naissance et la crypte sont reconnues par l'UNESCO depuis 2005 et l'église va donc très bientôt officiellement être la plus grande église du monde. Et on pourra suivre la bénédiction dans 1 heure sur France 24. Merci Maud Petit-Jevet d'avoir été avec nous en direct de Barcelone. Le pape a choisi un monument très emblématique, Ziad Imam, synonyme du mariage entre église et modernité. Ok. Non, parce que c'est encore une œuvre en construction. Hein. Oui, moi d'abord, ça me fascine, ces 140, un siècle et demi. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Parce que les gens disent aujourd'hui elle est finie, mais en fait, il y a encore... c'est un rythme de construction 10 ans, de cathédrale du Moyen-Âge. L'extérieur est fait. Oui. Maintenant, on va s'intéresser à l'intérieur. Moi, ce que je trouve intéressant sur le plan politique, en tous les cas, c'est que c'est un pape qui s'intéresse clairement... presque en rupture avec François, qui était le pape des églises dynamiques et périphériques. Visiblement, ce pape, il réinvestit les territoires désertés par le christianisme, qui sont les territoires historiques. Oui. L'Espagne, c'est... comme la France, c'est les filles aînées de l'Église. Il faut dire qu'il avait été question de nommer aussi un pape italien ou l'archevêque de Jérusalem. Donc mais disons, je trouve ça intéressant qu'il aille au contact, en plus dans un pays qui vit une crise... une crise religieuse forte entre une partie du pays qui est extrêmement laïque et très en avance socialement et une partie du pays qui reste encore très à droite, très conservatrice. Il faut rappeler aussi que le gouvernement Sanchez veut inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, donc on a eu un passage du discours, etc. Donc c'est pas des missions... Et sur le cas de la Sagrada, parce que pour ceux qui y sont allés, c'est quand même intéressant, c'était quand même une église de résistance. C'était l'église qui devait dans une période de forte industrialisation, de changement absolu, devait incarner les valeurs de la famille, Sagrada Familia. Et donc il y a aussi ce petit message que la modernité c'est bien, avancer c'est bien, mais il y a des règles de base, l'héritage chrétien, le discours au Cortés sur l'émigration et l'émigration, ça répond à Donald Trump et sa Coupe du Monde de l'autre côté. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de résonance dans ce moment assez intéressante. Je vais vous faire réagir, mais on va écouter justement le pape aujourd'hui à propos des migrants, puisqu'avant de se rendre à la Sagrada Familia, il s'est rendu dans une prison dans la matinée, puis au monastère de Montserrat, où il a eu ces mots justement. La joie, l'enthousiasme et la foi profonde que nous vivons ces jours-ci. D'abord à Madrid, puis à Barcelone, et en Catalogne ces jours-ci, et ensuite aux Canaries. Toute l'Espagne est remplie de foi, d'amour et de ce désir de louer Dieu, de lui rendre grâce et d'être unis. Merci à la Catalogne d'avoir accueilli tant de personnes venues d'autres pays, car elle montre comment intégrer tout le monde au sein d'une même famille. Voilà des mots à l'égard de la politique d'accueil de la Catalogne, mais plus généralement même de l'Espagne, qui se distingue d'ailleurs en cela de nombre de ses voisins européens. Ça marque aussi ce pontificat, Karim Yayaoui ? Oui, ça marque ce pontificat et sans doute que même s'il y a beaucoup de différences avec son prédécesseur, le pape François, c'est tout de même un sujet qui tient à cœur au pape Léon. Et d'ailleurs, du côté des Canaries où il va se rendre, il va largement évoquer le sort de ces migrants. Si on s'arrête sur quelques chiffres, les Canaries, c'est plus de 600 morts, en tout cas de personnes qui ont tenté de rejoindre ces côtes. Près de 1300 personnes sont mortes depuis le début de l'année pour tenter de rejoindre l'Espagne. Les Canaries, c'est une des routes les plus dangereuses. Et il y a sans doute des images fortes. On se souvient que le pape François avait été choqué, bouleversé par l'image de 3 Nigérians qui avaient voyagé pendant 11 jours sur la barre d'un bateau, d'un pétrolier. Et c'est vrai que
le pape, le nouveau pape, s'inscrit dans cette même logique. Il va se rendre sur un quai qui, en 2020, avait accueilli des milliers de réfugiés sur quelques centaines de mètres, dans des conditions déplorables. Et on l'a appelé d'ailleurs le quai de la honte. Et c'est vrai que cette volonté, ce symbole, c'est aussi sans doute l'image, la marque de fabrique de ce pape, évoquer le sort de ces migrants toujours plus nombreux à risquer leur vie pour rejoindre l'Espagne. Alors c'est vrai qu'il y a la tradition d'accueil de la Catalogne, mais il y a évidemment tous ces morts et tous ces refoulés qui viennent mourir sur nos côtes. Oui, la tradition d'accueil, ça reste tout de même un invariant des papes, peut-être Benoît XVI, un peu moins exprimé sur le sujet, mais en tout cas, ça reste quand même, depuis Jean-Paul II, quelque chose de très marqué. Dans la tradition de l'Église. Ça dépend des tempéraments, ça dépend de la modernité du pape lui-même, ça dépend de son courage politique aussi. Donc là, il se trouve qu'on a 2 papes successifs qui sont dans leur genre. Dans leur style, dans leur différence aussi. Il y en a un qui est américain quand même, il ne peut pas ne pas l'être. Oui, mais il a passé une grande partie tout de même en Amérique latine. Ils sont tous les deux très tournés vers le sud. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que ça soit garanti que les papes soient modernistes. Et d'ailleurs, ils peuvent parfaitement avoir un discours moderne sur la migration, comme ils peuvent avoir un discours conservateur sur les règles de l'Église, sur l'ordination des femmes, sur l'avortement, sur plein de choses. Donc l'Église, elle n'est pas d'un côté ou de l'autre, elle est multiple. Et donc c'est intéressant. Sur la Catalogne, il faut quand même rappeler que c'est aussi une terre très anticléricale, historiquement. Que je crois que la cathédrale a été pillée et brûlée, y compris le bureau de Gaudi, en 1936. Donc, il y a aussi, dans ces symboles-là, quelque chose d'une forme de réconciliation le message, c'est presque presque plus le vivre ensemble, qui inclut l'immigration, qui inclut les différences de culture, que purement la question migratoire, peut-être. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin de Ziad Limam. Merci également à Karim Yayaoui. On va plus loin. On se retrouve, nous, on va en reparler, évidemment, dans un instant, de l'inauguration de cette plus haute flèche de la Sagrada Familia par le pape Léon XIV à Barcelone. Restez avec nous.